Bonjour Maximilien Frisch, vous êtes directeur des éditions Nouvelle Marge et animateur de la revue en ligne Mauvaise Nouvelle et nous allons vous écouter nous parler de littérature si votre micro est bien allumé. Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait, votre micro est allumé, c'est impeccable. C'est parfait. Bonjour Richard, bonjour aux auditeurs de la matinale. Eh bien oui, un peu de littérature ce matin et un grain de folie et d'ivresse, en fait, dans trois romans. Et je vais commencer par la maison d'édition qui s'appelle Fable Fertile. Alors c'est une maison qui est née en 2022 et qui se consacre à publier des récits, des courts romans, des recueils, des fables, des témoignages et des contes. Ils veulent des voix et des écritures singulières, s'offrant comme des fables, justement, propices aux germinations. Vous comprendrez que le sujet et la langue sont donc en ligne de mire dans cette maison d'édition. Le premier ouvrage que je souhaite évoquer est un conte, justement, de Laurent Pépin, intitulé Clapotis. Alors, Clapotis clôt une trilogie commencée par Monstrueuse Féerie et L'Angélus des Ogres. Mais alors, ne vous inquiétez pas, on peut les lire de façon complètement indépendante. Nous y naviguons dans ce clapotis entre rêve et cauchemar, émerveillement et terreur. Il y est question des relations parents-enfants, des monstres qui contaminent notre vie intérieure jusqu'à la folie, et des soins que l'on peut s'apporter mutuellement. L'auteur nous dit on a toutes les réponses dans les contes. Bon. Clapotis, c'est l'enfant mort-né de la compagne morte du narrateur. Clapotis sort des limbes pour vivre dans l'imaginaire du narrateur qui en a dessiné les traits sur du sable enneigé, en fait. Et Clapotis agit comme un saint innocent, comme un ange gardien. Elle a des pouvoirs magiques, elle fabrique des rêves et les distribue. Elle guérit en posant une larme ou un baiser sur le front de son père. Et le père a bien besoin d'être guéri car figurez-vous qu'il a contracté des monstres depuis l'enfance, et je les cite, ces monstres terribles, l'homme bête, le taxidermiste, le démuni, le monstre de la caverne et le pire de tous, l'amour en famille. Et si les rêves sont omniprésents dans ce conte, c'est qu'ils sont les pansements des souvenirs. Quoi transmettre à une enfant si on n'a plus de souvenirs, si on ne rêve plus que d'en avoir? Et pourtant, il y a désormais des briseurs de rêves à tous les coins de rue. Alors je vous propose de retenir comme diagnostic central du livre cette sentence prononcée par Clapotis elle-même. Quand les rêves sont brisés, les gens sont tristes. Alors il faut les aider à se souvenir. Mais la plupart du temps, on n'y arrive pas parce qu'ils sont contents que les rêves soient brisés. Comme ça, ils ont le droit de détester les autres, de leur faire du mal. Et ce n'est même pas leur faute. Alors je dois vous avertir quand même que notre raison est mise à l'épreuve à cause de Laurent Pépin. Au début, on s'échine à trouver la signification en dévoilant la force symbolique de chaque élément. On voudrait les réduire au concept, et plus on avance, plus le mystère s'épaissit. Il faut aimer se perdre en lecture, mais c'est quand même une des meilleures façons qu'on ait trouvé de se perdre, bon, avec l'amour, bien sûr, bien évidemment. En fait, Laurent Pépin ne nous appelle pas à comprendre, mais à contempler. L'enjeu est tout de même d'être soigné, consolé et rétabli dans son être. Alors Clapotis, c'est un conte de Laurent Pépin aux éditions Fable Fertile, 128 pages et 17,50 €. Le deuxième livre que je voudrais évoquer ce matin, c'est également un livre édité aux Fables Fertiles. Et il vient tout juste de sortir, il s'agit de Jérôme Tout au bord, roman de Clotilde Escale. Alors je commence par cette citation, Nous sommes fichus, l'époque est fichue. Ça vous parle, j'imagine? Moi aussi. Voilà. Voilà l'histoire de Jérôme Velin. Après la disparition de sa mère, il vit à la campagne, une campagne peu accueillante et qui rétrécit le champ du possible. Il vit là comme si le matelas de la mer contenait des ossements, comme si la maison était une sépulture. Il vit dans ses rêves, ressasse des souvenirs, cultive de vieilles utopies. Il écrit de temps à autre ce qui lui passe par la tête, mais sans jamais chercher à achever sa pensée. Un etc. récurrent lui tient lieu à la fois d'achèvement et de droit de suite. S'agirait-il d'essayer de thésauriser pour comprendre? Allons donc, les cartes postales sont toutes à déchirer. Donc, avant la campagne, Jérôme fut à Paris, figurez-vous. Il s'essaya au théâtre, et sa bouche a encore le réflexe de prononcer Artaud ou Michaud, et ses yeux ont encore le réflexe de fixer cette ligne d'horizon fictive au-dessus des fronts. Et sa pensée se porte encore sur la complice qui joua Phèdre. Et voilà ce théâtre de l'impossible confronté au réel toujours plus vide autour de lui. Son refuge, alors ça s'appelle la ressourcerie. Il menace de perdre la tête si on la le lui enlève,
comme si ce n'était pas déjà en cours. Et il s'agit d'une sorte d'Emmaüs où s'entassent des objets de ceux qui ont déjà vécu. Allez, comme dirait Barbara, les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, mais les choses murmurent si nous savons entendre. Eh bien, son refuge est donc une impasse. Il s'agit de s'attacher au peu, au dérisoire, pour détenir quelques preuves de quoi? De vie, de vécu. Or, ce vide-grenier lui sert un peu à trier son âme, finalement. Jérôme a quelques échanges brefs avec ses voisins épars. Maximilien Frisch, on vous a perdu. Ah voilà, parfait, vous êtes revenu, c'est génial. Ah, mais moi aussi, ça m'a fait un drôle d'effet, vous savez, de vous perdre Ça comme vous ça. apprendra à évoquer des forces obscures comme la littérature française. Exactement. Bon, alors, voilà, il croise des voisins, ce Jérôme, mais finalement, à force de regarder sa vie, il ne fait que révéler l'absurde de cette vie, hein. D'ailleurs, le cœur de sa vie est un creux. Il a envie d'écrire une lettre, mais il ne sait pas à qui. Et pourtant, est-ce si difficile de se prolonger? Fais un homme de toi, lui disait son père. Tu parles. Quand on est Jérôme tout au bord, c'est trop tard. Il a juste envie de hurler dans la vastitude du néant et reste encore et toujours le cri d'Artaud, hein, pour prouver que l'on existe, cri lancé pour soi-même uniquement. Alors, fidèle à la ligne éditoriale, hein, Clotilde Escale incorpore une douce et mordante poésie à sa narration. On pourrait qualifier la narration d'immersive, c'est la mode, hein. Et on avance dans le livre comme à tâtons, au travers d'un brouillard, en faisant confiance à l'écrivain. Des bribes d'informations nous sont offertes au travers des cogitations du héros. Le puzzle se reconstituera et nous serons la dernière pièce. Jérôme Toutobor, voilà le roman, roman de Clotilde Escale, fable fertile également, 206 pages et 18,50 €. Allez, dernier livre. Dernier livre, on va basculer dans l'ivresse après la folie. Dernier livre, c'est celui qui s'intitule À l'aube d'un paradis occasionnel, dernier roman du prolixe Valérie Mollet. Nous sommes dans la Russie soviétique de Gorbatchev, donc en plein déclassement de l'État fort. Hugues est un étudiant français, il quitte père et mère communistes pour aller étudier à Moscou. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents communistes, hein. Et je cite Mollet. Faute de se sentir un destin national, doué en rien, Hugues avait décidé de fuir la France, cette banane molle abandonnée sur une lunette arrière de voiture en plein soleil. Il arrive à Moscou, sur la pointe des pieds, la tête remplie de représentations, bien sûr, le renseignement, l'austérité, la force, la littérature et la fameuse âme russe. Il découvre en fin de compte les soubresauts d'un monstre froid en fin de vie. On y sentait plus qu'ailleurs la désillusion qui préside à toute assemblée d'hommes. Moscou est déglingué. Mais la Russie est le plus beau pays du monde, n'est-ce pas? Alors, Hugues y fréquente des fous, des nationalistes, des Congolais, des hindous, de belles femmes, bien sûr, et surtout des alcooliques qui lui permettent d'enchaîner les mésaventures. Tout ce petit monde s'exhibe comme sur une avant-scène de l'Apocalypse, finalement. Et Hugues se retrouve au cœur de rumeurs. Il se croit investi de mission pour il ne sait quelle cause et qui nécessitera forcément de supprimer quelqu'un, au moins pour l'exemple. Dans le pays du renseignement à grande échelle, on complote à la petite semaine. Hugues fait des discours abscons et lyriques pour donner le change, prouver qu'il a sa place dans ce monde-là. Les bavardages saoulent autant que la vodka. Il faut augmenter les doses en surenchère pour noyer les uns par les autres. Les non-dits succèdent aux malentendus et les gueules de bois aux célébrations alcoolisées. De quoi en perdre son latin, soupçonner tout le monde et finir par comploter contre soi-même, finalement. Je cite Mollet. L'impression générale d'être victime d'une organisation de course en sac prenait le pas sur la nécessité de réaffirmer sa dignité. Mollet se sert de l'émulation estudiantine dans un monde d'après le tout politique pour mettre en lumière la vanité des raisonnements et engagements. La politique y a-t-il quelque chose de plus vulgaire, nous disait-il déjà dans son précédent livre d'injures. La langue de Mollet est totalement inventive, drôle, foisonnante d'images qui excitent l'imagination, font pétiller les neurones. Elle se prête très volontiers à la performance orale, j'aime bien ce genre. Et cette ambiance kafkaïenne joyeuse et folle dans laquelle navigue notre Hugues révèle la vanité des petites vies et annonce la chute du mur. Alors je vous pose des questions, mais surtout n'y répondez pas. C'est une façon d'amener le sujet. Vous n'aimez pas le froid? Vous n'aimez pas la vodka? Vous n'aimez pas les complots à la petite semaine? Vous n'aimez pas ne pas tout comprendre? Vous n'aimez pas
qu'on se foute du monde et de vous-même. Vous n'aimez pas les métaphores à plusieurs caudalie. Mais si, voyons, Richard, vous aimez, faites un petit effort et lisez À l'aube d'un paradis occasionnel. C'est aux éditions Nouvelle Marge, bien sûr, 284 pages et 22 euros. Eh bien, merci mille fois Maximilien Frisch pour cette chronique de littérature contemporaine et à très bientôt sur Radio Courtoisie.